Bienvenue à notre épisode de podcast. Aujourd'hui, on reçoit Mathilde Van Branteghem. Elle est sexologue et psychothérapeute. Mathilde vient nous parler évidemment de sexualité, mais également d'intimité, de conversations courageuses à avoir avec son ou sa partenaire. C'est quelqu'un qui est très humaine, très simple dans le bon sens du terme. Elle vient décomplexer ce thème-là qui est, je pense, au cœur de notre vie pour la plupart des gens. C'est quelqu'un qui vient également nous donner des outils, des mots-clés pour aborder certains thèmes, peut-être renouer avec sa sexualité pendant certaines périodes, des moments difficiles de notre vie, mais également voir c'est quoi les mythes, c'est quoi les croyances qui nous accompagnent, puis peut-être qui nuisent à notre sexualité. Donc, je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue au podcast Créer, Grandir, Soigner, un espace pour s'inspirer, grandir et se transformer. Je crois que la plus grande forme de liberté réside dans la conscience. Conscience de son monde intérieur, de son pouvoir créateur et de guérison. Ce podcast s'adresse aux esprits avant-gardistes, aux curieux et à tous ceux qui cherchent à créer une vie alignée et pleine de sens. Bienvenue à notre podcast. Salut Mathilde! Bonjour. Bienvenue! Merci. Donc, Mathilde Van Branteghem. Exact. Tu me l'as dit juste avant, qu'on n'a pas besoin de mettre un petit accent dans ton nom. Donc, sexologue et psychothérapeute. Oui. Bienvenue à notre podcast. Merci. Merci Très d'avoir contente accepté. d'être ici. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, dis-moi, qu'est-ce que ça fait une sexologue, une psychothérapeute en pratique clinique? Qu'est-ce que ça fait? Ben, en fait, ça dépend de la demande de la personne qui vient. Je dirais que ben, si je me base, par exemple, sur les personnes que j'accompagne en ce moment, souvent les gens arrivent avec ben, des ressources et des difficultés. Puis au fond, en général, on travaille au début à comprendre c'est quoi la demande, c'est quoi le besoin. Donc, ça peut tourner autour des relations amoureuses, ça peut tourner autour des difficultés sexuelles. Puis, on essaie de préciser là, c'est quoi qui vient bloquer. Puis, on travaille à comme développer un peu une créativité sur quelles solutions sont possibles, sont accessibles. Puis, aussi arriver à cibler là, qu'est-ce qui est dans le contrôle de la personne ou pas pour se sentir mieux avec soi-même, avec sa sexualité. Fait que parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui pensent qu'ils vont voir une sexologue parce que ils savent pas comment faire l'amour ou ils sont pas à l'aise avec leur sexualité, mais c'est plus large que ça, finalement. Oui, vraiment. Puis en fait, mettons, avec ce que tu viens de dire, je me dis, ben, une des premières étapes dans un cas comme ça serait de commencer par aider la personne à comprendre qu'il n'y a pas vraiment une façon de faire ou aller travailler, tu sais, un peu les attentes que la personne peut avoir par rapport à sa sexualité, puis vraiment essayer de comprendre, ben, qu'est-ce que la personne veut, tu sais, au-delà de bien faire la sexualité, comme qu'est-ce que ça veut dire. Puis comme sexologue, souvent notre fort pour avoir une direction, c'est le plaisir. Tu sais, donc, comment aller trouver du plaisir dans être en relation, comment aller trouver du plaisir dans être en sexualité. T'es comme une thérapeute du plaisir. C'est beau, hein? C'est quand même beau. Je suis chanceuse. Moi, je serais curieuse d'avoir ta définition. Je sais que ça peut être large, mais qu'est-ce que ça veut dire faire l'amour? Mais tu vois, si on était en rendez-vous, je pense que j'utiliserais la carte de thérapeute pour renvoyer la question. Ah oui, qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi? Exactement, tu sais, parce que en fait, faudrait que je vérifie, mais je pense pas qu'il y a une définition scientifique de qu'est-ce que ça veut dire faire l'amour. Ceci dit, pour moi, comment je le vois, tu sais, si c'est important pour la personne d'avoir un deuxième avis, ça serait, ben, ça pourrait vouloir dire, en fait, avoir des rapports sexuels avec une certaine intention. Tu sais. Donc, les gens vont s'engager dans de la sexualité pour plein de motivations différentes. Il y en a pour qui c'est rechercher une intimité. Donc, peut-être que c'est ce que j'associerais le plus au terme comme faire l'amour. Mais pour d'autres personnes, ça peut être une façon de confirmer le lien, ça peut être une façon de s'ancrer dans ses sens, ça peut être une façon de libérer le stress, ça peut être une façon aussi d'explorer quelque chose de nouveau ou de rechercher de la validation sur soi-même. Pour certaines personnes, ben, ils vont être payés pour faire de la sexualité aussi. Donc, tout ça, c'est des motivations différentes. Puis souvent, les motivations sont comme associées à des termes différents aussi. Ouais.
Fait que là, tu me disais, si je jouais la carte de la thérapeute, tu m'aurais retourné la question, genre, qu'est-ce que ça signifie pour toi à faire l'amour, tout ça. Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a comme des croyances et peut-être même des mythes par rapport à la sexualité ou à faire l'amour? Ouais, beaucoup. Je Beaucoup. dirais que une grosse proportion de mon travail, c'est accompagner les gens à en fait, un peu éplucher qu'est-ce qui vient de ce qu'ils ont envie pour leur sexualité parce que, encore une fois, ça leur fait plaisir. Puis qu'est-ce qui vient de croyances avec lesquelles ils arrivent dans l'univers sexuel. Puis là-dedans, ben, tu sais, les mythes, la façon dont moi je le vois, c'est un peu comme, c'est pas forcément que c'est une vérité ou un mensonge par rapport à la sexualité, mais ça se peut que ce soit une croyance qui est devenue un peu rigide, qui est pas tout le temps vraie, puis qui s'agence pas tout à fait avec la façon dont la personne expérimente la sexualité. Oui. Puis au même titre qu'on a différentes croyances par rapport à différents thèmes, l'alimentation, éduquer nos enfants, ou peu importe, ça peut changer à travers le temps en fonction de nos expériences. On peut avoir des croyances qu'on avait à l'adolescence puis que c'est plus la même chose après 30 ans de mariage, mettons. Absolument. Puis ce qui peut être particulier avec la sexualité, c'est que mais il y a quand même beaucoup d'idées qu'on reçoit de la sexualité, mettons, à l'enfance, à un âge où c'est pas forcément intelligible. Donc, on n'a pas forcément cette capacité de réfléchir à ce qu'on reçoit comme information. Donc, ça vient s'intégrer d'une façon un peu comme implicite. Puis, ça arrive avec tout, là, comme tu disais, la nourriture, n'importe quoi. Mais souvent, étant donné que dans ces autres aspects-là, comme par exemple la nourriture, on a des espaces de discussion, on a des espaces de réflexion, on va à l'école, on reçoit de l'information, mais on a l'opportunité d'aller challenger ces croyances-là. Versus en sexualité, il y a des gens qui ont ces espaces-là, puis c'est vraiment bénéfique, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas ces espaces-là pour recevoir des informations qui pourraient venir challenger les mythes. Donc, ce qu'on retrouve beaucoup comme enjeu dans la sexualité, c'est les gens ont peu de canaux d'informations qui arrivent dans leur univers sexuel, puis ceux qu'ils ont, souvent, ils y tiennent fort, puis ils n'ont pas forcément la chance d'un peu déconstruire ou de choisir, là, comme un buffet, là, c'est quoi qui m'aide dans ma sexualité, puis c'est quoi qui m'aide pas. Les choses sont souvent plus reçues comme des vérités, mettons. Oui, parce que c'est plus rare qu'on a des conversations entre amis sur des croyances, des mythes ou des pratiques sexuelles. Fait que là, ils arrivent dans ton bureau, puis c'est quoi le genre de croyances que tu entends souvent ou... Il y en a beaucoup, je dirais, par personne. Tu sais, c'est un des exercices qu'on peut faire, c'est essayer de définir puis un peu de décrire, tu sais, c'est quoi les scripts que la personne... avec lesquels la personne arrive. Fait que par script, ce que je veux dire, c'est un peu comme si on avait un guide là, de conduite. T'sais, on a un peu un guide de conduite sur commencer, prendre le métro, aller à l'école, cuisiner, mais on se crée des guides de conduite sur comment on arrive en sexualité, puis dans les faits, là, il n'y en a pas vraiment. Il y a un peu des grandes lignes là, qui créent un périmètre du genre le consentement. Mais sinon, à travers ça, tu sais, en termes de préférence sexuelle, en termes de pratique, en termes de ce qui vient créer du plaisir chez les personnes, c'est tellement variable que c'est pas vraiment possible de juste prendre un peu le guide de conduite qu'on voit, mettons, dans les représentations médiatiques, puis de se dire, OK, ça, c'est le mien. Tu sais, ça prend un travail un peu comme un buffet, là, de choisir qu'est-ce qui nous correspond ou pas. Oui. Fait que souvent, les gens arrivent avec des idées, genre, on fait l'amour d'une telle façon, ou après un certain temps, ou avec tel genre de personne. Puis là, toi, ton travail, ça va être comme d'aider la personne à se questionner, est-ce que c'est des croyances qu'elle a envie de garder, finalement? Exactement. Il y a un concept en sexologie qu'on utilise beaucoup, que je trouve qui est très utile pour réfléchir à ça, là, un peu, là, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux laisser. C'est un modèle qui a été réfléchi dans les années 90 par, je pense, c'est l'Institut Kinsey en Indiana qui est très comme fertile au niveau de la recherche sur la sexualité, puis qui a été popularisé comme dans les dernières années beaucoup grâce à Emily Nagoski, qui est une autrice
autrice, une conférencière aussi en sexualité. D'ailleurs, je recommande fortement son livre. Je pense qu'en français, ça s'appelle « Réjouissez-vous ». Puis c'est sur le désir, en fait. Puis elle vient d'en sortir un autre aussi spécifiquement sur les relations à long terme que je conseille aussi. Bref, ce modèle-là qui s'appelle je pense qu'en français, ils disent le modèle à double contrôle, quelque chose comme ça. C'est l'idée qu'on a deux systèmes, en fait, qui viennent nourrir notre envie sexuelle, notre désir. Il y a un système qui serait rempli de signaux qui viennent nous exciter, donc allumer nos on, mettons, nos turn-on, puis un système qui viendrait inhiber notre désir sexuel, donc les turn-off, ou on peut aussi nommer comme les accélérateurs et les breaks, tu sais, donc l'image un peu d'une voiture où on aurait un pied sur l'accélération, un pied sur un break, puis on essaye de faire fonctionner le moteur, puis le moteur serait, par exemple, le désir sexuel. Ce qui fait en sorte que, en fait, ce qui est utile dans ce modèle-là, c'est que c'est plus complexe de est-ce que j'ai beaucoup de désir ou j'ai pas beaucoup de désir. Tu sais, on a un peu dans l'imaginaire populaire que si on n'a pas assez de désir, ben il suffit d'aller chercher des stimulations sexuelle pour augmenter notre désir. Mais avec ce modèle-là, ce que ça nous aide à comprendre, c'est on peut avoir beaucoup de stimulation qui crée du désir, mais on peut aussi avoir le pied sur le break, puis que ça le fait pas. T'sais. Fait que en thérapie, comment on va l'utiliser, c'est d'aller rechercher c'est quoi dans un contexte qui va venir nous allumer, puis c'est quoi dans un contexte qui va venir comme nous éteindre, mettons. Puis il y en a qui sont quand même assez évidentes, donc mettons les stimulations extérieures. Pour beaucoup de monde, s'ils se font surprendre, bien soudainement, ça va être comme un break. Mais pour d'autres personnes, ça peut aussi être comme un accélérateur. Mais il y a aussi tout ce qui est le contexte interne de la personne, donc la fatigue, les responsabilités, il y en a à l'infini. Puis donc, dans ce modèle-là, on peut comprendre les mythes puis les croyances par rapport à la sexualité comme soit faisant partie des accélérateurs, soit faisant partie des breaks. Puis ça, c'est utile parce que ça nous aide aussi à voir que il y en a qui vont peser sur les deux en même temps. Donc, c'est normal d'avoir une grande ambivalence par rapport à certains stimuli ou signaux qui pourraient être interprétés comme sexuels. Puis là, on va aller voir comme qu'est-ce qu'il y a dans le contexte qui fait que peut-être que c'est les breaks qui vont gagner dans cette situation-là ou est-ce que c'est les accélérateurs qui vont comme prendre le dessus. Mais là, le défi, j'imagine que le défi, c'est que une personne peut avoir plein d'accélérateurs, puis l'autre partenaire, elle peut être sur les breaks parce que, je sais pas, quelqu'un, tu sais, mettons, la personne, elle se fait embrasser, il y a une stimulation physique, qu'elle aime et tout, mais en même temps, elle est en train de réfléchir à un conflit qu'elle a avec un collègue au travail, puis ça la préoccupe, ou il y a des soucis à la maison. Fait que c'est comme des mixed feelings un petit peu. Absolument. Il faut que ça soit communiqué à l'autre partenaire, dans le fond. Oui, il faut que ça soit communiqué. Pour beaucoup de gens, la communication sexuelle, c'est pas quelque chose qu'on a pratiqué beaucoup dans la vie, donc c'est normal qu'on commence débutant. Ça peut être vraiment gênant. Fait que pour certaines personnes, même juste de trouver les mots pour réfléchir la communication sexuelle, c'est pas évident parce qu'on a un vocabulaire limité. Donc, on essaie de décortiquer en étapes. C'est facile de dire comme « Ah, mais il suffit que tu dises à ta partenaire qu'est-ce que tu aimes ou c'est quoi tes breaks ou c'est quoi tes accélérateurs. » Mais dans les faits, souvent, ben ça va juste cette idée-là va être envahissante pour beaucoup de gens. Oui, c'est ça que j'allais dire, parce que je trouve que c'est quand même un niveau ninja de même réussir à commencer à vouloir le communiquer, parce que je pense que les gens il y a beaucoup de personnes qui ont même la difficulté à reconnaître qui sont sur les breaks ou qui sont... Tu sais, ce que j'entends, moi, en tout cas, en consultation, bien que je n'ai pas ton expertise de sexologue, c'est que les gens vivent de la honte, un malaise, ou qu'ils comprennent même pas, tu sais, ou des fois, ce que je veux entendre, c'est comme j'ai jamais envie de faire l'amour avec mon mari, mais pourtant, le gars dans l'ascenseur que je croise à tous les matins, j'y sauterais dessus, tu sais. Fait que je suis comme, c'est quand même intéressant, tu sais, qu'il y a des contextes aussi de relationnels, peut-être. Oui, absolument. Oui, il y a plein de choses dans ce que tu dis qui sont un peu comme
des mots-clés sur lesquels on pourrait passer, tu sais, 1 heure Oui. chaque, mais comme l'idée serait, ben, commençons par ce qui est accessible, tu sais. Donc, si pour la personne, c'est commencer par rendre explicite c'est quoi les accélérateurs puis les freins. Pour elle d'abord. Pour elle, Ouais, exactement. c'est ça. Avant même de penser à le communiquer, c'est une énorme étape. Certainement. Parce que ça veut dire, ben, de un, s'accepter. Je suis en contact avec Exactement, moi. Ouais. d'être en contact avec son plaisir. Donc, ouais, ce travail-là est comme une grosse partie, entre autres, de la thérapie. D'ailleurs, si les gens sont intéressés, ils peuvent aller sur le site web d'Emilie Nagoski, puis elle propose des feuilles de travail, au fond, pour réfléchir aux breaks et aux accélérations. Puis, où est-ce que je m'en allais avec ça? Il y a comme du mouvement, puis on a perdu le fil. Exactement. Mais je te disais que, tu sais, la première étape, c'est d'abord d'être en contact avec soi, de savoir s'introspecter, de dire comment est-ce que je sens ma sexualité, mon désir, puis même en ce moment, parce que je pense que ça peut changer, tu sais, d'un moment à l'autre, finalement, d'une journée à l'autre. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est possible que l'appétit vienne en mangeant, comme... Ça, c'est un autre terme, je trouve, qui est vraiment utile pour emmener un autre concept qui est un peu comme le deuxième concept clé que j'aime beaucoup en sexologie. C'est que y a des gens qui ont des désirs qui sont spontanés, puis il y a des gens qui ont des désirs qui sont plus réactifs. Puis je dis des gens, mais c'est pas des catégories stables. Donc, comme tu dis, le désir, c'est extrêmement évolutif. D'un partenaire à l'autre, d'un moment de vie à l'autre, puis on peut à la fois avoir un désir spontané et un désir réactif. Donc, rapidement, là, un désir spontané, c'est un peu, je développe du désir par anticipation d'avoir de la sexualité. Donc, un peu l'image, ça serait comme dans ma tête, dans mon cerveau, il y a un espace où je sais que la sexualité, c'est le fun, puis j'ai envie d'en avoir. Donc ça va être plus relié, mettons, aux envies soudaines, là, comme tu disais, je marche dans la rue, puis là, soudainement, comme j'ai du désir, puis ça me donne envie d'avoir de la sexualité, qui est comme, je dirais, le désir qui est le plus représenté, mettons, dans les scénarios médiatiques, puis qui est aussi, on pourra en reparler, là, mais plus comme valorisé dans la société. Puis, il y a... C'est ça qu'on voit dans les films. Exact. L'élan, la pulsion de... Ouais, comme la passion, la pulsion. Même beaucoup de gens vont dire comme « Ah, ben si c'est pas spontané, c'est comme pas naturel. » Alors qu'il y a une énorme proportion de gens qui ont un désir qui est plus de type réactif. Donc, ça, ce que ça implique, c'est que c'est comme si... Quand je suis dans une situation où je ressens une sensation agréable qui peut avoir, en fait, en lien avec le plaisir, donc ça peut être une sensation sexuelle ou non sexuelle, mais qui procure du plaisir dans mon corps, ça envoie un signal à mon cerveau qui me dit, ben en ce moment, tu vis du plaisir. Puis ça ouvre une porte à, ah ben j'ai envie de rester dans cette situation-là et donc peut-être d'en avoir plus. Fait que c'est un peu l'idée de le plaisir vient en mangeant, mettons, mais c'est le concept de, ça veut dire quoi manger, tu sais? Oui. Parce que dans un contexte sexuel, oui, ça peut être une stimulation physique, tu sais, du type, j'embarque dans une pratique sexuelle, puis, je sais pas, j'utilise un jouet sexuel, puis là, comme, oups, mon cerveau embarque sur, là, j'ai du plaisir, ça me donne envie d'avoir, tu sais, plus dans la relation, mettons, d'autres pratiques sexuelles. Mais ça peut aussi être beaucoup plus nuancé ou moins comme catégorique que ça, du type... je suis dans un contexte où il y a une dynamique entre deux personnes, comme par exemple les dynamiques de pouvoir, par exemple, que ça vient créer un plaisir dans mon corps, puis que ça me donne envie d'en avoir plus. Ça peut être un contexte où, ben là, en fait, soudainement, mes breaks commencent à se relâcher peu à peu. Donc, par exemple, je n'ai pas de responsabilité dans les prochaines heures. Soudainement, j'ai plus de place pour accéder à mes accélérateurs et ressentir du plaisir. Et donc, à ce moment-là, ben, je vais avoir envie de m'engager un peu plus dans la relation sexuelle.
il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Peut-être il y en a un qui a été comme un peu plus mis de côté, sociétalement, je dirais. Ouais, j'ai comme l'image, tu sais, de la mère de famille qui fait la vaisselle dans la cuisine, puis que là, ils se mettent à faire l'amour dans la cuisine. C'est peut-être moins adapté à la vie de bien des mères, mettons. Peut-être quelque chose de plus réaliste, ça serait comme les enfants sont couchés, je vais prendre un bain pour moi, me faire un masque pendant 1 heure toute seule, puis après, je vais peut-être être plus disposée, mettons. Puis il y a beaucoup de gens pour qui c'est ça, tu sais. Encore là, dans, mettons, mon travail en rencontre, ça va être comme un peu de chercher le chemin vers qu'est-ce qui emmène un mindset sexy. T'sais. Donc, c'est quoi qui met dans un état d'esprit, tu sais, puis... Qui est valide pour chaque... est valide et différent pour chaque personne. Là. Exactement. Tu sais, il y a des gens qui vont arriver avec ce qui leur apparaît, eux, comme un grave problème, du type, ben moi, je ressens du plaisir, puis après ça, du désir, qu'on vient d'avoir une chicane, tu sais, c'est pas normal, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais, puis on comprend, là, que ça peut emmener des situations comme problématiques, mais un de nos travails, c'est comme un peu ne pas tout mettre à la poubelle, tu sais, il y a probablement quelque chose là-dedans qui fait en sorte que toi, ça t'amène à diminuer tes breaks ou ça t'amène des accélérateurs et ça, c'est une bonne source d'information, tu sais. Donc, d'aller enlever l'espèce de couche de honte ou couche de culpabilité pour accéder à qu'est-ce que c'est venu changer dans ton corps pour qu'à ce moment-là, tu éprouves du plaisir, tu sais. Développer comme une attitude, ben, de un, d'acceptation, puis de deux, de curiosité sur comment ça vient m'activer pour que je puisse y retourner à cet espace-là quand j'en ai besoin, puis que ça a un minimum d'impact négatif sur ma vie aussi. Oui. Fait que là, tu disais qu'il y a des personnes qui sont plus spontanées, d'autres plus réactifs. Qu'est-ce qui arrive quand qu'un couple, les deux personnes sont réactives? Sont réactifs? Oui, c'est qui commence? Ben, en fait, c'est drôle que tu dis ça parce que dans la sexualité, pour la satisfaction sexuelle dans les couples à long terme, je disais, tu sais, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais c'est des fois plus facile pour les gens qui ont un désir réactif de maintenir une satisfaction sexuelle sur le long terme. Parce que c'est peut-être des gens qui sont plus habitués à réfléchir à leur sexualité. Parce que ça vient moins spontané. T'sais. Donc, c'est pas un problème si deux personnes sont réactives. Il y a une image que j'aime bien que Émilie Nagoski utilise, c'est... elle parle des relations à long terme, puis elle dit, tu sais, les critères les plus importants pour avoir une satisfaction sexuelle, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir envie de mon partenaire, de ma partenaire, tu sais, puis s'il y a déjà ça, ben on est quand même en business, t'sais. Après ça, ça veut dire que j'ai une forme de motivation pour retrouver le chemin vers ce mindset sexy-là, mettons. Fait que pour répondre à ta question, tu sais, qu'est-ce qu'on fait si deux personnes sont réactives? Ben, on va parler de c'est quoi nos activateurs, puis c'est quoi nos breaks, puis essayer de trouver comme c'est quoi l'espace commun dans ces activateurs-là, puis comment est-ce qu'on fait pour, tu sais, travailler pour diminuer les breaks. J'ai fait l'exercice de poser la question aux gens avec qui je travaille, aux proches, comme c'est quoi les croyances que vous avez réussi à déconstruire par rapport à la sexualité qui vous ont aidé. Puis, parmi ceux-là, ben, il y en avait beaucoup là, sur l'idée du désir réactif versus désir spontané. Donc, accepter que je n'ai pas de libido parce que je n'ai pas de pulsion sexuelle comme spontanée. Puis, il y en avait qui allaient aussi dans ce sens-là de... C'est pas vrai que le sexe arrive par magie. Pour certaines personnes, oui. T'sais. Mais pour d'autres personnes, ça prend de la planification, ça prend du travail, puis... Une image qui aide à ça, c'est on a souvent la croyance que quand on rencontre quelqu'un, c'est comme si l'envie sexuelle vient. Mais si on pense à toutes les étapes que ça prend pour créer une date, ben il y a une construction, tu sais, de l'anticipation là-dessus. C'est déjà aller en date, c'est comme déjà un peu un planning sexuel, tu sais. Mais là, tout d'un coup, 10 ans plus tard, on peut plus le faire. Ça. Exactement, tu sais. Donc pas forcément que comme ça va mener à de la sexualité, tu sais, puis... Non, mais tu y penses, là, tu t'épiles avant, puis tu sais, laver tes draps ou pas, oui, c'est ça, mais tu sais, des petits trucs qu'on fait avant d'aller une date, puis on sait que c'est un peu ça qui est dans l'horizon, tu sais. Oui, puis c'est comme
c'est aussi, ça vient avec la priorité, tu sais, pour beaucoup de gens que je rencontre qui sont à la recherche de partenaires ou de sexualité, qui en ont pas, tu sais, autant qu'ils voudraient, mais c'est souvent dans leur tête, tu sais, dans les moments, dans les temps libres, ils vont penser à est-ce que je devrais aller sur les applications ou je suis déjà sur les applications, c'est qui m'a écrit? Fait que c'est comme si, dans leur liste de priorités, la recherche de plaisir et de sexualité était haute. Versus, dans les relations à long terme, ben, quand on a un besoin qui est répondu ou répondu pendant un certain temps, ben il y a d'autres priorités qui embarquent, tu sais. Puis c'est vraiment normal que dans des relations long terme, mais la sexualité, ça varie en termes de priorité ou de non-priorité. Puis pour les gens qui expérimentent dans des moments de leur vie des désirs qui sont plus réactifs, ben le défi, ça va être comment, ben de un, est-ce que c'est vraiment important que ce soit une priorité en ce moment? Parce que la sexualité n'est pas une obligation. Tu n'as pas besoin d'avoir sexualité pour vivre. Ceci dit, souvent ce qui arrive, c'est que dans un couple, il y en a une personne pour qui peut-être c'est plus une priorité, puis l'autre moins une priorité. Puis là, ben, est-ce que les deux s'entendent pour que ça arrive à un niveau de priorité qui leur permet d'avoir une sexualité qui leur convient, t'sais. Puis après ça, c'est comme comment être créatif et collaboratif ensemble sur qu'est-ce qu'on fait, t'sais, pour en faire un petit peu plus une priorité, ou alors se dire ben non, tu sais, c'est correct que ça le soit pas parce qu'en ce moment, ben, on a un jeune enfant ou parce qu'en ce moment, on vient de déménager ensemble puis que je te vois faire des tâches ou je te vois pas faire des tâches qui me tapent sur les nerfs, donc ça, c'est un gros break. Donc, c'est comme... une des conditions nécessaires, c'est aussi être dans une tolérance puis dans une acceptation que ça fluctue puis que, surtout, le contexte a un impact énorme sur comment on vit notre désir. Puis là, justement, tu sais, tu parles de moments, tu sais, que c'est moins la priorité, qu'il y a des événements qui peuvent survenir et tout. Tu sais, mais si on pense à un contexte, un événement vraiment difficile, tu sais, une rupture amoureuse, un deuil, tu sais, des événements plus traumatiques et tout, puis que là, après un long moment qu'on n'a pas vécu de sexualité, ce serait quoi les premières étapes pour quelqu'un qui voudrait reconstruire ou se reconnecter à son plaisir, à sa sexualité, selon toi? Quelqu'un que ça n'a juste absolument pas été sa priorité, c'était même pas dans la liste des choses à faire parce qu'il n'était pas disponible émotionnellement ou physiquement, tu sais. Ben, mettons, ça peut être répondu différemment si la personne a envie d'avoir de la sexualité avec quelqu'un ou seule. Mettons qu'on prend un scénario où la personne est seule ou est en relation, mais veut explorer une sexualité seule. Ça peut aussi être une première comme étape de réintégrer, mettons, sa sexualité, qui peut être des fois moins confrontante, là, de commencer par le vivre pour soi. Parce que un gros break, c'est la pression, puis les attentes. Puis, tu sais, on parlait de quel mythe est souvent présent, mais le devoir conjugal, c'en est un fort, quand même. Pour mettre en perspective, je regardais, puis c'est depuis 1983 que ça a été criminalisé des agressions sexuelles au sein d'un couple. Fait que ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui a 75 ans aujourd'hui, jusqu'à ses 33 ans, ben, il n'y avait rien qui prouvait que le devoir conjugal n'était pas normal. Donc, évidemment, ces idées-là restent plus longtemps dans la tête chez les deux partenaires ou les multiples partenaires. Mais bon, pour revenir à ta question, donc une façon d'y aller comme peut-être en étape, c'est reconnecter avec le plaisir, tu sais, puis pas forcément le plaisir sexuel, mais juste le plaisir du contact, mettons, de certaines choses sur sa peau. L'essence. Ou l'essence, exactement. De passer par l'essence, ça peut être de passer aussi par l'imaginaire. Ça peut être, ben, en fait, d'être en contact sans avoir l'attente d'arriver quelque part, donc se donner des espaces d'exploration sans attente de résultats. Tu sais, ça, c'est quand même souvent important dans la démarche de la personne qui s'est sentie déconnectée par rapport à sa sexualité, pour reconnaître que la personne a le plein contrôle sur jusqu'à où il ou elle est prête à aller et quand est-ce que où elle veut arrêter, mettons.
Donc ça, c'est une étape. Après ça, si c'est plus au niveau de la relation, qu'il y a encore là un intérêt à mettre la sexualité de l'avant, il existe aussi un peu comme des outils qu'on peut utiliser comme amorce de discussion. Fait que je pense, par exemple, il y a un questionnaire qui a été fait par, je l'ai noté ici, Petra Zebrov, on pourrait le mettre dans le lien, mais sur les styles d'initiation sexuelle. OK. Donc, ça pose plein de questions sur comment est-ce qu'on aime être approché par rapport à la sexualité. Puis c'est quand même assez long comme questionnaire, puis je trouve que la démarche de réfléchir à cette question-là est quasiment plus intéressante que le résultat en soi. Ouais. Mais ça peut être une amorce de discussion. Hey, en lisant les questions, comme il y a ce mot-là qui a vraiment comme résonné chez moi, qu'est-ce que t'en penses? Ou je me suis rendu compte que ça, c'était plutôt un break qu'un accélérateur. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, d'aller commencer peut-être par utiliser comme quelque chose d'externe, tu sais, pour parler de la sexualité. Ça peut être un des aspects. Puis encore là, parler des accélérateurs et des breaks, tu sais, et de respecter les breaks de l'autre personne et d'être créatif sur comment est-ce qu'on peut les atténuer, mettons, ensemble. Est-ce que tu dirais qu'il y a une différence, ou sinon, quelle est la différence entre désir puis libido? Tantôt, tu as utilisé ce mot-là. Mm-hmm. Oui, c'est vrai, je l'ai utilisé. Je l'utilise pas souvent, en plus, parce que c'est un... Mais les gens l'utilisent. Les gens l'utilisent, oui. puis encore là, je le dis avec réserve, là, peut-être que des collègues pourraient complémenter ce que je vais dire, mais la façon, mettons, moi, dont je le perçois en clinique, c'est que les gens vont parler de la libido comme un peu quelque chose qui serait stable dans le temps, tu sais, fait que l'envie sexuelle générale. Ou sinon, ça va venir dans des discussions qui sont souvent reliées avec la biologie, tu sais. J'ai commencé la pilule, j'ai moins de libido. Donc, c'est un peu comme si on avait... Puis en fait, ça vient d'un terme de la psychanalyse, là, de Freud, qui parle d'une pulsion de vie, une pulsion sexuelle. Donc, c'est un peu comme l'idée d'une pulsion qui créerait un mouvement de type constant, tu sais. La raison pourquoi je l'utilise moins, c'est justement en lien avec le désir spontané puis le désir réactif, c'est que tellement du désir dépend du contexte. Que ça fluctue. Que ça fluctue, puis que aussi, ben, ça se peut qu'une personne, toute sa vie, ait cru qu'elle n'avait pas de libido parce qu'il n'y avait pas les éléments du contexte comme pertinent pour cette personne-là. Si, par exemple, j'ai grandi toute ma vie avec l'idée que la sexualité était honteuse, ben j'aurais peu de libido probablement. Ou peut-être que j'en aurais beaucoup aussi, mais ça fait en sorte que ça vient jouer sur ma pulsion, mettons, sexuelle. Versus, des fois, on enlève quelques breaks, puis on se rend compte que oh mon Dieu, soudainement, j'ai beaucoup de libido, tu sais. Fait que je trouve que le terme de désir est plus... permet plus de nuances et donc plus de possibilités de changement que l'idée d'une libido, tu sais, fixe, comme si on arrivait au monde avec comme une certaine quantité de désir avec lequel on pouvait jouer, tu sais. Oui, c'est comme si le désir, c'est comme l'appétit. Des fois, on a un petit appétit, un grand appétit. Ça peut varier avec le temps, selon l'heure de la journée, selon les facteurs, si ça a l'air appétissant ou pas. Mais est-ce que c'est possible de mener une vie sans sexualité? Absolument. Absolument. Il y a plein de gens qui vivent très, très bien avec aucune sexualité. Tu sais, ça a été popularisé plus dans les dernières années, là, la sexualité, avec un mot, au fond, ouais. Comme orientation sexuelle. Puis c'est assez fréquent, c'est pas du tout problématique. Comme quand ça devient, tu sais, des fois difficile quand ça correspond pas à l'orientation sexuelle comme du ou de la partenaire, mais c'est une façon de vivre la vie qui est tout aussi respectable que toutes les autres façons, au final. Donc, à ce moment-là, comment on sait que sa baisse de désir ou son non-désir est une orientation sexuelle, on est bien là-dedans et tout, ou quelque chose qui mériterait qu'on aille consulter? C'est quoi les éléments clés qu'on se dit? Ben, peut-être une question d'amorce, ça pourrait être comme
est-ce que j'ai déjà eu dans le passé ou est-ce que j'ai déjà vu des représentations de, pour moi, des pratiques sexuelles qui valent la peine, tu sais. Donc, ce que ça veut dire, c'est comme des pratiques sexuelles qui pourraient me donner du plaisir ou qui m'ont déjà donné du plaisir. Puis, à ce moment-là, ben, on va aller décortiquer, il y avait quoi dans ce contexte-là, tu sais. Comparer un peu, est-ce qu'il y a des choses dans ce contexte-là qui sont similaires à maintenant? Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes? Puis ça peut nous donner de l'information sur, tu sais, par exemple, si j'ai jamais eu de sexualité que je trouvais qui valait la peine, ben à ce moment-là, on peut aller en thérapie. On peut aussi juste décider que c'est comme, ben nous, ça nous intéresse pas ou qu'on sent qu'on est asexuel, tu sais. Les gens avec qui je parle qui s'identifient comme asexuels, il y en a plusieurs qui vont dire comme, tu sais, je le sens, comme je le sais, j'ai pas besoin de me le faire dire. Fait que de base, de toute façon, nous, en clinique, on part avec l'expérience de la personne, puis on croit à la personne, mettons. Mais il y a des gens qui vont dire, je suis incertaine, ou alors, ben, j'ai l'impression que peut-être je suis moins intéressée que ma partenaire, donc est-ce que je serais asexuelle? Puis à ce moment-là, ben, ça peut être intéressant de le voir comme un spectre, tu sais, comme... Oui, des fois, ça fait du bien, tu sais, d'avoir un nom puis une espèce de catégorie, mais des fois, ça vaut la peine d'explorer le entre-deux, tu sais. Qu'est-ce qui se passe entre deux? Comme, ça se peut-tu que ça dépend de la personne avec qui tu te compares? Est-ce que ça se peut que ça dépend du moment de ta vie? Donc pour les gens qui le veulent, tu sais, de faire ce travail-là, de comme voir si ça se pourrait que ce soit un continuum, mettons. Est-ce que tu trouves qu'il y a une représentation juste, mettons, de la sexualité dans les médias populaires, sans parler de la pornographie? Tu sais, autant des hommes, des femmes, des différentes orientations, en 2025, là. Mm-hmm. En tant que sexologue, puis toi, ce que tu entends dans ton bureau, parce que, tu sais, toi, tu as l'expertise, nous, simples mortels, on a notre expérience sexuelle à nous, tu sais, mais toi, tu as accès à un schème de réalité, tu as étudié là-dedans et tout. Ouais. Ben, en fait, c'est que c'est tellement difficile à répondre comme question parce que, justement, tu sais, je vis dans une certaine chambre d'écho, là, dans le sens où moi, je vais aller consulter des médiums comme, mettons, le site web du Club Sexu, Oui, c'est ça. Qui promouvoit de la sexualité positive, diversifiée. Fait que il existe des représentations possibles. Il existe possibles. des représentations qui sont très représentatives, mettons, de la diversité de ce que je vois en clinique. Ouais. Puis c'est un peu un choix que je fais de me tourner vers ces représentations-là. Donc, dans ce sens-là, je pourrais dire, mais oui, bien sûr. Mm-hmm. Ceci dit, je suis très consciente que si on y va avec peut-être des médias plus mainstream, puis encore aujourd'hui, c'est vraiment difficile parce que de moins en moins, j'ai l'impression que les gens se tournent vers des médias comme généraux, comme la télévision, puis on peut aller, par exemple, sur YouTube qui crée ses propres chambres d'écho, mettons. Mais je peux vraiment tout à fait concevoir un monde où on consomme du contenu sexuel 100% à l'opposé de ce que moi je consomme comme sexologue, tu sais. Donc oui, clairement, il y a une fausse représentation de la sexualité pour plein de gens, tu sais. Puis encore là, c'est difficile de dire fausse représentation de la sexualité parce que ça se peut que la personne ait consommé ce qui représente sa sexualité, tu sais. Donc ouais, c'est un peu... On prépare peut-être plus de variété que de vrai ou fausse, mettons. Il y a la possibilité d'aller chercher une grande variété de représentations sexuelles. Ouais. Après ça, est-ce que ça, c'est accessible à tout le monde? Pas forcément, parce que ça va beaucoup dépendre de c'est qui ton environnement. C'est qui te donne accès à ces canaux-là d'information. C'est quelque chose que mes clientes ont beaucoup nommé. Ben, moi, ma sexualité a commencé à aller mieux quand je me suis retrouvée dans des espaces qui étaient, par exemple, plus queer ou qui étaient plus ouverts. Ou à l'inverse, quand j'ai grandi dans un espace qui promouvait, qui faisait beaucoup la promotion de la sexualité, mais c'était comme trop pour moi comme enfant. Donc, ça m'a fait du bien quand je me suis retrouvée, avec un certain comme respect de mes frontières, puis où je pouvais moi-même définir c'est quoi qui me plaisait. On n'a pas non plus besoin d'être tout le temps dans l'exploration. Il y a des gens qui aiment ça,
qui sont bien dans une sexualité qui est peut-être dite plus mainstream, mettons, mais encore là, comme on vient de dire, ça dépend comment on définit c'est quoi le mainstream. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, le sujet de la pornographie sera un épisode au complet, là. C'est vraiment large, mettons, tu sais, mais j'imagine que tu en entends parler dans ton bureau. C'est quoi ton opinion là-dessus? Tu sais, est-ce que tout le monde consomme? Est-ce que tout le monde devrait consommer de la pornographie? Est-ce que, tu sais, le contenu est démesuré par rapport à la réalité des gens? Est-ce que ça reste juste du cinéma? Est-ce que les gens ils ont conscience que c'est juste du cinéma? Tu sais, on dirait que j'aurais plein de questions sur ce thème-là. Il y a... On parlait du club sexu, là, puis je recommande beaucoup d'aller voir leurs articles. Il y a beaucoup d'articles qu'ils ont fait sur la pornographie, puis un peu les mythes entourant la pornographie. Comme par choix, j'ai peu d'opinions, au sens où, tu sais, comme clinicienne, la façon dont je vois mon rôle, c'est un peu, tu sais, plonger dans l'univers de la personne, puis de me laisser guider. Fait que j'ai ces phares-là de c'est quoi qui va allumer les on, c'est quoi qui va éteindre les off, mettons. Fait que si quelqu'un me parle de sa consommation de pornographie, ben on va aller voir comme c'est quoi que t'aimes pas, c'est quoi qui t'emmène de la honte, est-ce que toute cette honte-là est appropriée, est-ce qu'il y en a sur laquelle on peut lâcher prise. J'ai des gens qui m'ont dit comme le jour où je me suis arrêtée de me taper sur la tête pour regarder de la pornographie quand je me masturbais, mais c'est devenu le fun, tu sais, ma sexualité s'est améliorée, tu sais. Y a des gens qui vont me dire, ben moi, ça m'a pas aidé de grandir avec la pornographie, puis maintenant, je me tourne plus vers, mettons, du matériel audio, tu sais, que des représentations. Fait que c'est tellement diversifié que je trouve que c'est ça, c'est vraiment comme chaque histoire vaut la peine de, comme, être investi à travers les yeux de la personne, mettons. Oui, j'ai l'impression que ce que tu dis depuis le début, c'est que peu importe la situation, toi, ton repère en tant que clinicienne, c'est qu'est-ce que ça apporte à la personne, puis est-ce que ça nourrit sa vie. Exact. Et éventuellement les relations qui sont importantes pour elle, tu sais. Ouais, puis tu sais, c'est sûr qu'on a comme un peu un... On essaie de trouver c'est quoi les limites de ce qui pourrait être blessant ou destructeur pour quelqu'un. Fait que, mettons, si on me parle de pornographie, ben, dans ma tête de sexologue, je vais être comme, allons choisir de la pornographie où les gens sont rémunérés, tu sais, fait comme l'exploitation sexuelle, comme là, ça vient dans une zone qui est moins dans le, ben, est-ce que ça t'allume ou ça t'allume pas, tu sais, c'est quoi l'impact sur l'autre personne, fait que ça pourrait être un peu incluant comme... les personnes qui ont créé le contenu que tu regardes, finalement. Exactement, exactement, ouais. Puis, tu sais, tantôt, on a commencé à parler de première étape, s'introspecter soi-même, reconnaître si je suis on ou si je suis off, qu'est-ce qui me ferait du bien, puis tout, puis après ça, commencer à le verbaliser à l'autre. Je trouve que c'est des sujets difficiles à aborder, comme juste de dire, de revenir à son partenaire, puis de dire « Hey, tu sais, ce matin, juste de dire « J'ai pas apprécié quand que ça. » Juste ça, des fois, on a l'impression de marcher sur des œufs, de pas vouloir heurter l'autre, ça peut être gênant. Quand en plus, on rajoute la couche de la sexualité, on dirait que j'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que ben, tout le monde, j'allais dire tout le monde. Visiblement, tu m'as appris que non, mais presque tout le monde a de la sexualité, tu sais. Qu'est-ce qui fait qu'on est si gêné de parler à nos partenaires, que ça fasse 1 an ou 10 ans? C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, moi, ce que je vois dans mon bureau, c'est que j'ai beaucoup de mes clients et de mes clientes qui n'abordent pas le sujet de la sexualité avec leurs partenaires, puis they hope for God que ça va s'améliorer, tu sais. Ouais. Je suis sûre qu'il y a des centaines de raisons qui pourraient expliquer ça. Une que je trouve utile à réfléchir, c'est l'impact de la socialisation, tu sais, puis le patriarcat, dans le sens où quand on est assigné femme à la naissance, ça vient avec un paquet d'attentes, c'est-à-dire par exemple, être à l'écoute des autres, s'assurer que les besoins des autres sont comblés, souvent ne pas trop déranger, prendre soin de... donc, il y a ça d'un côté, puis ça correspond aussi à ce que, mettons, les personnes avec qui je travaille m'ont nommé en termes de mythes qu'ils ont réussi à déconstruire. On pourra y revenir, mais entre autres, l'idée de... faut comme un certain niveau d'égoïsme sexuel où, à partir du moment où je me suis concentrée sur, hey, au final, comme
je peux me concentrer sur mon plaisir. Ça a comme débloqué, tu sais, ça a enlevé un off, en fait. Puis, on a, de l'autre côté, ben, l'espèce de socialisation, tu sais, pour les personnes assignées hommes à la naissance, qui vient avec mais je suis censée savoir, je dois être performant, je dois être la personne qui guide, qui a du désir, qui est prêt, donc très dans la performance. Et donc, il y a quelque chose d'un peu identitaire là-dedans. Donc, quand arrive le temps où, par exemple, une personne assignée femme à la naissance va dire à un partenaire assigné homme à la naissance, comme « Hey, on dirait que j'aime pas trop ça de cette façon-là. » Ben, ça en question, là. Ça vient challenger, tu sais, toute ouais. l'idée que je me fais de mon identité, de comme « Hey, là, je suis en train de pas, moi, être à l'écoute du besoin de l'autre, mais de mon besoin. » Fait que c'est déjà un défi. Puis pour l'autre personne qui le reçoit, souvent, ce qui va se passer, c'est « Oh mon Dieu, t'es en train de me dire que je suis pas en train de répondre à mon rôle de personne qui est censée de savoir de base. » t'sais. Donc, ça vient challenger aussi au niveau identitaire de « Suis-je un bon homme? » mettons. Oui. Fait que ça, c'est un combo comme pas exactement gagnant pour la communication sexuelle. T'sais. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire sur quelque chose qui n'est pas comme la personne aime. Ouais. Ce n'est pas une critique sur ton identité. C'est juste un élément du contexte qu'on peut réfléchir ensemble. Puis au final, c'est une expression de mon besoin. T'sais. Exact. C'est quand qu'on a la conversation matin en déjeunant, tout de suite après avoir fait l'amour, avant de faire l'amour, genre en passant, je veux juste mettre mes préférences. Tu sais, c'est quand que... Ouais. J'adore cette question. Je pense que... je pense que ça amène un autre comme outil en thérapie qui est la vie, c'est de la pratique. Oui. Fait que on pose une hypothèse, on teste. On l'essaie. Si ça marche pas, ben on revient à la table de travail puis on est comme ça n'a pas marché pour telle raison. Ouais. Ceci dit, il y avait peut-être une plus grande ouverture que si, mettons, je l'avais fait au milieu de la nuit. T'sais. Fait que qu'est-ce qui est à garder, qu'est-ce qui est à acheter. Puis ça vient à l'idée de une satisfaction sexuelle dans une relation, ça se construit à plusieurs, t'sais. Fait que si on a la collaboration des deux à la base de hey, on est inconfortable, on est gêné, on est challengé dans notre ego, mais ultimement on veut, ben on peut utiliser cette collaboration pour être comme clairement, là, c'était pas idéal. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit pas vu comme un grave échec, mais plus comme un step vers la prochaine fois, tu sais, comment on apprend de ça, puis quel moment est-ce qu'on se donne pour le faire. Est-ce que donc, ce que tu dis, c'est que la sexualité peut se construire, comme, tu sais, ça peut être de mieux en mieux dans un partenariat, finalement? Absolument. C'est pas obligé d'être bon dès le début, là. Ah non. Non. C'est, tu sais, pour certaines personnes, c'est une façon de créer un lien, tu sais, donc ça peut être un lien qui est vraiment utile là, au début, mais pour d'autres personnes, ben, la satisfaction sexuelle vient avec le temps. Un petit truc à ajouter par rapport à ce que tu disais, tu sais, le timing, de ce que j'ai entendu de la clinique, puis ça c'est un petit échantillon, là, mais on m'a nommé, tu sais, souvent comme le aftercare, le après-sexe, c'est une période qui est quand même fertile à être vulnérable, ben, entre autres par la quantité d'hormones qu'on reçoit, mais aussi juste par... On espère que ça a été une expérience plaisante, puis il y a peut-être une plus grande vulnérabilité pour parler de... Une fenêtre d'ouverture, là, parce qu'on est déjà dans l'intimité. Exact. Fait que là, c'est quoi comme les phrases qu'on dit, genre, hey, tu sais, mettons, genre, la personne est full satisfaite, puis toi, satisfaite, tu sais. Puis que tu dis comme, ah, ben, tu sais, j'avoue que moi, j'aurais préféré. Y a-tu des phrases d'introduction que tu pourrais dire pour que la personne, elle entende la conversation, plutôt que d'être en silence dans sa tête, genre? Ouais, moi, c'est comme j'utilise quand même l'intelligence artificielle pour tester des formulations, tu sais, fait que j'encouragerais d'aller chercher, d'aller chercher, tu sais, comme, t'as-tu des mots? Des fois, c'est juste des mots-clés à sortir, tu sais. Mais un truc que je trouve important dans ce que tu dis, c'est que justement pour briser l'espèce de friction entre les deux socialisations, ben demander le consentement de la personne. Tu sais, quand on ouvre la porte à comment t'as trouvé ça, tu sais, avant, pendant, après, ben déjà pour l'autre personne,
c'est beaucoup plus facile de dire hey, j'ai aimé telle chose, mais en fait, tu sais, j'aimerais ça, plus de pression ou moins de pression, peu importe, mais ça, c'est un effort qui se fait à deux, parce que oui, c'est un gros fardeau si on voit pas l'ouverture de l'autre, d'emmener comme j'ai des satisfactions et des insatisfactions dans les rapports sexuels. Puis tu disais qu'une sexualité, ça peut se construire. Est-ce que c'est possible d'avoir des incompatibilités Mhm. Mhm. dès le Oui, début que ça marchera pas? je dirais que ça doit être rare. Peut-être que ça existe, mais ça doit être rare des couples qui ont seulement des compatibilités. Ouais. Fait que les incompatibilités sont tout le temps là. Mais au point où ça marcherait pas, ben c'est sûr que ça existe. Il y a quand même beaucoup de couples aussi qui se séparent en lien avec la sexualité, là. Après ça, à se demander, est-ce que c'est parce que il n'y avait pas envie de mettre le même niveau d'effort dessus ou pas. Mais il y a tellement d'arrangements, tu sais, de couples, là, comme on disait tantôt, il y a des gens qui sont asexuels qui vont quand même être dans des relations amoureuses ou peut-être que leur partenaire va avoir d'autres partenaires. Peut-être que c'est pas parce que eux-mêmes n'ont pas d'attraction sexuelle qu'ils vont choisir de ne jamais avoir de rapport sexuel. Fait que c'est la négociation sur comment est-ce qu'on gère les incompatibilités, comme encore là, dépend de l'histoire de la personne, puis dépend de son... T'sais, on pourrait faire tout un podcast, un épisode sur le consentement, là, mais comme la nuance entre ce qui est des hard limits, tu sais, comme un nom comme définitif, puis qu'est-ce qui est des soft limits, puis qu'est-ce qui est aussi toute une zone qui est pas explorée, tu sais, de je sais pas si je veux aller là-dedans, je sais pas si je peux consentir parce que je sais même pas qu'est-ce qu'il y a, tu sais, fait que comment on développe une communication pour aller dans des zones qui sont pas encore explorées. C'est vraiment intéressant ce que tu dis sur les soft limits. Il y a plein de ce qu'on a parlé, de thèmes, de questions qui peuvent être répondues par une sexologue, mais toi, tu es en plus psychothérapeute. J'ai envie de te poser la question, est-ce que c'est possible d'avoir une sexualité épanouie quand on a un trouble de santé mentale, qu'on vit avec de l'anxiété, de la dépression? Est-ce que c'est possible de combiner tout ça? Oui. 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 Oui, absolument. C'est ça. C'est comme ton trouble mental ne définit pas ta personne. C'est une partie de ta personne, mais il y a des gens qui ont des enjeux de santé mentale, qui ont une sexualité super satisfaisante, puis il y a des gens qui ont une santé mentale qui considèrent stable et qu'il n'y a pas de troubles et qui sont insatisfaits dans leur sexualité, tu sais. Fait que c'est sûr que ton état d'esprit va influencer la façon dont tu vis ta sexualité, mais c'est pas tout le temps une cause à effet, mettons. Puis, tu sais, comment est-ce qu'on peut, dans l'intimité, comment est-ce qu'on peut faire face à l'imperfection de l'autre puis de soi? Tu sais, la question m'est venue quand que tu parlais des soft limits puis de incompatibilité puis tout ça. Tu sais, quand on découvre l'autre personne, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, tu sais, qui est mal à l'aise par rapport à son apparence physique ou ses performances, son style ou quoi que ce soit? Tu sais, comment s'accepter en tant que personne dans un contexte d'intimité? Mais une des pistes, ça peut être justement de reprendre le travail de toi, t'arrives aujourd'hui comme tu es, avec quel script, tu sais, avec quelle idée t'as intégré pour aujourd'hui avoir l'impression que, mettons, telle partie de ton corps est pas adéquate à la sexualité, tu sais. Fait que un peu de rendre explicite des croyances qui étaient comme implicites, parce que c'est pas tout le temps une recette gagnante de comme une fois qu'on comprend, ça change. Mais si on comprend pas, ben, ça va être vraiment difficile de le déconstruire. T'sais. Fait que c'est un peu comme la base, mettons. Ouais. Fait que ça, c'est un aspect. Puis là, c'est ça, tu parlais d'imperfection, ben l'humour, là, beaucoup, tu sais, de un peu... Puis ça peut être par les représentations qu'on va aller consommer, mais comme, est-ce que la sexualité est toujours associée à quelque chose de très important, significatif, ou est-ce qu'il y a de la place pour le jeu, la pratique, le test, t'sais. Si on s'entend dans une relation sexuelle que, ben, si ça marche pas aujourd'hui, c'est pas prédicteur du reste de ma vie, ça enlève énormément de pression, tu sais. Avoir plusieurs
opportunité de jouer, mettons, avec le rythme. Ça, c'est un mythe qu'on m'a rapporté, qui a été déconstruit, l'idée que la sexualité n'est pas obligée d'être un long crescendo, tu sais. Il y a des moments où il peut y avoir des moments plus intenses, des moments où c'est moins intense, puis ça fait du bien de pouvoir comme un peu sortir des balises de l'espèce de comme crescendo vers l'orgasme, puis après ça, comme c'est terminé, tu sais. Fait que, ouais, si on manque de créativité, d'aller lire, d'aller se renseigner, d'aller explorer des récits érotiques audio, d'aller regarder la pornographie, d'aller lire le confessionnal du club sexu, par exemple, de se laisser inspirer par d'autres choses, ça peut aider à dédramatiser aussi beaucoup. Oui, j'aime comment est-ce que tu apportes ça avec... comme prendre ça relax, ça fait partie de la vie, mais pas tout le temps. On peut avoir de l'humour, on peut avoir de la conversation. C'est comme super décomplexant, je trouve. En terminant, qu'est-ce que tu souhaiterais que nos auditeurs retiennent de cet épisode? S'il y avait une chose que tu aimerais qu'ils repartent avec là, dans leur cœur puis qu'ils réfléchissent à ça, ça serait quoi? Ah, c'est une bonne question. Je pense que, ouais, l'idée que il y a tellement de choses plus normales que ce qu'on s'imagine en sexualité. Ouais. Que si on se sent anormal, ben il y a probablement des gens qui vivent la même chose, des milliers de personnes qui se sentent anormales, puis à un moment donné, ben c'est une question à se poser, tu sais. Comme, quand est-ce que la normalité arrête d'être un concept, puis quand est-ce qu'on peut juste se dire comme, mais c'est bien correct, tu sais. Fait qu'un peu de voir que comme la pression qu'on se met est en soi un énorme break, tu sais. Fait que, mettons qu'on emmène juste un petit doute, là, sur, hey, peut-être que c'est pas si pire que ça, ou peut-être que je suis normale, comme, ça risque d'ouvrir de la porte à moins de break, plus d'accélérateur, mettons. Donc, toi qui nous écoutes en faisant ton épicerie, c'est normal. C'est normal. Merci tellement. Merci pour ton partage, ta présence, plaisir. ton humanité. Merci. Ça fait très plaisir. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir pris ce moment pour vous dans cet épisode de Créer, Grandir, Soigner. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur Spotify, YouTube ou votre plateforme préférée. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis ou un commentaire. C'est toujours apprécié et ça nous aide énormément dans notre mission à faire rayonner la santé mentale. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager à une personne qui vous est chère. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, TikTok et Instagram. Pour aller plus loin dans votre bien-être et votre épanouissement, nos cliniques vous accueillent avec une équipe dédiée à la santé mentale et au mieux-être. Découvrez tous nos services, ateliers et retraites sur centrethérapeutiqueboréal.com. Quelques petits mots importants. Ce podcast est proposé à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne remplace en aucun cas un avis, un diagnostic ou un traitement médical, psychologique ou thérapeutique professionnel. Si vous avez des préoccupations concernant votre santé mentale ou physique, nous vous encourageons à consulter un professionnel qualifié. À très bientôt!